Alors, est-ce qu'on peut comparer vraiment ce qui s'est passé en 1989 en Europe centrale et les printemps arabes de 2011? Oui et non. Alors, je vais commencer par non. Euh, Parce que tous ces pays sont différents, bien entendu. Déjà, au sein de l'Europe centrale, chaque pays était différent, bien que sous la tutelle de l'Union soviétique. Et bien sûr, au Moyen-Orient, rien à voir entre la Tunisie, la Libye, le Yémen, etc. Mais vous avez raison, pour comprendre ce qui s'est passé en 1989, il est nécessaire d'avoir à l'esprit le rôle déterminant de Gorbatchev. C'est vrai que Gorbatchev euh, met en œuvre une politique d'ouverture qui va impliquer de ne pas recourir à la répression armée. Alors, en disant cela, je trouve qu'on va un peu vite, parce que maintenant on a beaucoup d'années de distance, et puis voilà, on dit, ça y est, bah tout ça c'est dû à Gorbatchev. C'est vrai en partie. Mais est-ce que les peuples, les Allemands de l'Est, tiens, pour commencer par eux, savaient que Gorbatchev, à l'époque, quand ils sont commencés à se mobiliser en 88 et au printemps 89, que Gorbatchev n'interviendrait pas? Ils n'en savaient rien. Et en plus, la RDA n'entendait pas suivre le modèle de Moscou, comme vous le savez. Ce qui était un paradoxe, elle avait introduit dans sa constitution le fait qu'elle suivrait toujours la politique soviétique. Bon. Alors, moi, je voudrais qu'on se souvienne de la manifestation du 8 octobre 1989 à Leipzig. On est à un mois de la chute du mur de Berlin. Mais personne n'en sait rien. Personne ne sait à l'époque que vraiment que Gorbatchev n'interviendra pas militairement. Personne ne sait que même si Gorbatchev n'intervient pas militairement, Honecker ne fera pas donner ses forces de police pour réprimer la manifestation qui se prépare. Je peux vous dire que pour avoir interviewé les gens qui ont participé à cette manifestation du 8 octobre, ils avaient tous peur. Leipzig était en état de siège. Donc, si vous voulez, cet argument de Gorbatchev m'irrite un peu parce qu'il relativise considérablement le courage que ces gens ont pu avoir à l'époque. Et bien sûr, il n'y a pas de Gorbatchev en Tunisie, il n'y a pas de Gorbatchev en Égypte, et donc, d'une certaine manière, on peut dire, à travers cette comparaison, que les Tunisiens et les Égyptiens, on va dire, sont plus courageux, entre guillemets, que ne l'ont été les Allemands de l'Est ou les Tchécoslovaques, bien que je n'aime pas faire ce genre de comparaison. Cependant, et c'est là où je voudrais aller sur un élément de comparaison, j'observe que les uns et les autres, au moins les Allemands de l'Est, les Tunisiens, les Égyptiens, mais même aussi maintenant les Syriens, procèdent de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ont tous peur, et c'est normal. Et si vous lisez les textes que j'ai écrits sur cette question, le point central de la capacité de la résistance civile à tenir bon, c'est tenir face à la peur. Et tout mon travail, en fait, depuis 15 ans, porte sur ces problèmes de la vulnérabilité de la résistance civile par rapport à la répression. Alors, un individu seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, face à la répression, ne tient pas le coup. Ça, c'est sûr, ou alors il devient un martyr, comme on l'a déjà dit. Et en revanche, la seule manière pour des gens, des individus, de tenir face à la peur, c'est d'être en groupe, c'est d'être solidaire. Et d'ailleurs, les militaires le savent. C'est à travers le groupe que, y compris les soldats, peuvent dépasser leur peur. Alors, qu'est-ce qu'ils font avant d'aller dans la rue? Eh bien, vous observez que à Leipzig, justement, mais pas seulement,
ou à Tunis, ou maintenant en Syrie, eh bien, les gens se retrouvent dans les espaces religieux. Souvenez-vous que les manifestations de Leipzig ont commencé le lundi soir. On se retrouvait dans une église qui s'appelait Saint-Nicolas. Et là, on avait le courage, oui, le courage d'aller manifester dans la rue pour affronter la répression. Eh bien, vous observez que, en fait, aussi dans ces pays du Moyen-Orient, les individus se retrouvent à la mosquée, c'est maintenant un rite le vendredi, et c'est cet espace du religieux qui est plus ou moins préservé malgré tout par les pouvoirs politiques, bien qu'ils peuvent avoir bien sûr des agents, d'influence, etc., sert d'intermédiaire avant d'aller dans l'espace public proprement dit. Donc on voit ce rôle de l'espace du religieux comme sas vers l'espace du risque qui est l'espace de la rue, puisque le but en fait c'est effectivement la conquête de l'espace public en quelque sorte. Alors, sur cette question de la répression, je pourrais encore beaucoup développer pour essayer de montrer que, de mon point de vue, alors je vais peut-être être provocateur pour certains, ce n'est pas la répression qui est le facteur de vulnérabilité le plus fort, le plus décisif d'une résistance civile. Oui, bien sûr, ça peut l'être dans certains cas, ça peut même l'être souvent. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que dans des circonstances particulières, quand un pays est dans un état de fusion sociale, comme pourraient le dire par exemple certains anthropologues, eh bien la répression va au contraire donner plus de courage, de force à des individus de prendre le risque d'aller protester, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, parce qu'ils ne veulent plus vivre dans ce pays, parce qu'ils ne veulent plus le même avenir qu'ils ont vécu pour leurs enfants, parce que la jeune génération ne veut plus vivre dans le carcan du système, parce que le système est corrompu, etc. Donc ils vont en fait avoir plus de courage encore pour affronter la répression. Ce qui va déterminer la capacité de cette forme de résistance à tenir, c'est en fait la cohésion sociale. Vous voyez, ça va être la capacité du groupe à tenir bon, à rester solidaire, à dire nous, et ça va être à ne pas basculer aussi dans la lutte armée, parce que alors là c'est fichu, ça va être une source de contradiction terrible que l'adversaire va utiliser. Et à partir de ce moment-là, cette dynamique de résistance va possiblement susciter des contradictions ou des divisions, et c'est là où c'est le but, dans l'appareil de l'adversaire. Et c'est par là qu'un pouvoir peut éventuellement s'effondrer. Et c'est d'ailleurs ce que disait de façon tout à fait hypothétique Raymond Aron quand il parlait de la possibilité de la fin du système soviétique en Europe. Ça serait par la division des élites. Vous voyez, et donc, dès lors, et c'est pour ça que quand les gens disent oui, cette résistance civile, c'est intéressant, mais vous voyez bien que l'armée égyptienne a rejoint le mouvement, donc c'est pas clair, tout ça. Pour moi, c'est des gens qui n'ont strictement rien compris à la dynamique de ce type de lutte. C'est précisément une stratégie, on va dire, à la chinoise, du genre du général Sun Tzu, 5e siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Faire la guerre, gagner la guerre sans la faire, plus précisément. C'est-à-dire susciter des contradictions de telle sorte qu'il va y avoir des alliances à l'intérieur de l'ancien système qui vont faire s'effondrer le pouvoir dictatorial. Il est clair que pour comprendre la possibilité de vaincre de ce type de résistance civile,
il nous faut aussi prendre le contexte international. Il faut partir du bas de la société, comme je l'ai fait au départ, à travers vous voyez, cette réflexion sur la société civile, sur les acteurs de la société civile. Il faut ensuite passer au niveau du pouvoir politique lui-même, des dirigeants de ce pays, et là, voir un peu les contradictions, rechercher les points de vulnérabilité, là, je parle un peu en stratège. Mais il y a le troisième niveau qui est le niveau du contexte international. Et il est clair que certains contextes sont favorables, certains contextes internationaux sont favorables au succès de ce type de résistance et pas d'autres. Alors, bien sûr, on peut avoir en tête la chute du Shah en 1979 et la victoire de Khomeini, précisément parce que les Américains ont lâché le Shah d'Iran. 86, c'est la chute du président Marcos. Je ne sais pas si certains peuvent s'en souvenir. Alors là, on voit à l'œuvre, c'est un exemple, un cas d'école de ce que j'appelle la résistance civile. Et notez d'ailleurs que l'expression people power apparaît à ce moment-là. Et c'est la même expression qui est parfois utilisée aux États-Unis pour décrire ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. People power. Bon, eh bien, ça n'a été possible que parce que les Américains ont effectivement lâché le président Marcos, permettant l'arrivée au pouvoir de Mme Cory Aquino. Alors Gorbatchev, c'est la même chose, c'est-à-dire que Gorbatchev vient au 50e anniversaire de la création de la RDA, début octobre 1989. Il y a des manifestations contre Necker et en fait en faveur de Gorbatchev à Berlin. La police est-allemande les charge, il y a des blessés, etc. Et puis Gorbatchev, quand il retourne à Moscou, on le sait, il engueule à Necker. Il dit c'est plus possible, vous arrêtez ça. Donc Necker a compris que c'était la fin de son régime. Donc il est sûr que c'est Gorbatchev qui va permettre en fait un appel d'air extraordinaire qui va ouvrir les changements en RDA, puis en Tchécoslovaquie, et puis bon, alors les cas sont plus compliqués, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Mais permettez-moi aussi d'ajouter que il faut voir l'impact de ces formes de résistance civile dans la longue durée, ou la moyenne durée. Pourquoi? Parce que je m'en réfère aux mémoires de Gorbatchev. Alors on peut dire il s'est raconté ça après coup, etc. Mais Gorbatchev a été marqué, me semble-t-il, par la répression du printemps de Prague. Jeune apparatchik, il avait certaines ambitions de conquérir le pouvoir ou de monter dans l'appareil du parti, et il dit que s'il arrivait au pouvoir, jamais il ne permettrait plus à l'armée soviétique de faire ce qu'elle a fait en Tchécoslovaquie. Donc cet échec terrible de la résistance tchécoslovaque en 1968 a pu avoir à terme en fait un effet sur la génération d'avant, sur la génération d'après, du point de vue des dirigeants soviétiques. Je dis ça pour relativiser ce qu'on peut considérer comme un échec, ce qui est un échec du printemps de Prague en 1968.